cette affiche du mouton qui chevauche le loup m'a surprise, m'a même questionné. Je me suis dit, est-ce que c'est non-violent? Qu'est-ce que voulait dire l'auteur de cette affiche, l'autrice d'ailleurs, je crois. Et puis, je me suis dit, c'est très ambigu. On voit un mouton, qui est souvent l'image de l'obéissance, hein, de l'animal obéissant, et le loup, qui est plutôt un animal qui se bat. Et je me suis dit que cette ambiguïté était peut-être une belle image de la stratégie non-violente. Parmi les éléments d'une stratégie non-violente, il n'y a pas que ça, il y a le fait de surprendre son adversaire. L'adversaire croit avoir un petit mouton obéissant devant lui, et il a eu un mouton du Larzac qui a résisté pendant 10 ans. Et ça, c'est quand même assez fort. Je m'y suis engagé, alors pas d'abord engagé, j'ai d'abord réfléchi sur la non-violence, je dirais au sortir de l'adolescence, 16, 17, 18 ans, puis un peu après, jusqu'à 20 ans, où il y avait beaucoup de réflexions à l'époque. Personnellement, j'étais assez impliqué dans une recherche côté spirituelle, religieuse, avec l'aumônerie de mon lycée qui était extrêmement ouverte, auquel je dois beaucoup. Et c'était le moment des grandes questions sur l'avenir du monde. C'était avant, pendant et après mai 68. Hein. Donc il faut s'imaginer avec cette ambiance-là. Et c'était une réflexion, faut-il utiliser la violence, la non-violence, etc. Je lisais pas mal. Et c'est en 1969 que j'ai lu le premier bouquin de Jean-Marie Muller, L'Évangile de la non-violence, qui m'a fortement marqué et qui m'a convaincu. La vie de Jésus, tout au moins pendant les 3 ans de sa vie active, qui a été très non-violente d'un bout à l'autre. Et ce que montre l'évangile de la non-violence de Jean-Marie Muller, c'est que l'attitude, les réactions, même la stratégie de parler de Jésus, intégrait toujours cette façon de faire. Peut-être qu'il allait plus loin en parlant de l'amour des ennemis, mais disons que la non-violence s'arrête peut-être un peu avant. À partir des années 90, donc j'étais déjà très engagé dans la non-violence, j'ai été amené à coordonner les demandes de financement d'un certain nombre d'organisations non-violentes, comme le MAN, l'IRNC, il y avait des revues, bon, et quelques fondations qui finançaient la non-violence à cette époque. Elles n'étaient pas nombreuses, on les comptait sur les doigts de la main, et donc j'étais amené à m'occuper d'argent pour la non-violence, et des gens, je ne voudrais pas m'envoyer des fleurs, mais des gens qui savent gérer l'argent dans le milieu non-violent, il n'y en avait pas tant que ça. Je n'étais pas le seul, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai été amené, à début des années 2000, à créer Non-Violence 21, après avoir remarqué qu'il y avait des milliers de fondations en France, et qu'il n'y en avait que 4 ou 5 qui acceptaient de financer la non-violence. Et je me dis que si ça s'est pu se faire en France et que ça ne se fait pas trop à l'étranger, à ma connaissance aujourd'hui, c'est probablement qu'il y a eu une influence importante de l'approche globale de la non-violence, celle qu'a amenée notamment Jean-Marie Muller, qui a imprégné tous nos mouvements non-violents. Toutes les personnes qui aujourd'hui s'intéressent à la non-violence ont cette approche que la non-violence est à la fois une philosophie et une méthode d'action. Et qui a probablement facilité le rapprochement de toutes ces organisations quand même très très différentes les unes des autres dans Non-Violence 21. Et c'est en ça d'ailleurs que je pense que cette organisation est un peu héritière de l'approche globale de la non-violence de Jean-Marie Muller. C'est quand même une organisation qui vient de fêter ses 20 ans et qui en 20 ans, je pense qu'on a montré que c'était utile de financer la non-violence, qu'on a fait avancer le monde non-violent, pas suffisamment, c'est peut-être pour ça qu'il faut continuer et même augmenter encore les ressources de Non-Violence 21 par les dons, par les legs, par des subventions qu'on recherche partout. Maintenant qu'il est décédé, je pense que son héritage, il est bien sûr à la fois l'héritage de l'écrivain et du philosophe, et de tout ce qu'il a fait en action, ses multiples conférences, la création du MAN, dont il est l'un des principaux initiateurs et l'inventeur quelque part du MAN, ses actions contre la dissuasion nucléaire, qui a été un combat de toute sa vie, et va d'abord être l'héritage de l'écrivain. C'est ses idées, le développement de ces idées qui a marqué
tous les gens que je connais, dont moi le premier. Et c'est ça qui, je pense, va rester. C'est 36 livres, il a écrit exactement 36 livres, sans compter les brochures, traduits dans beaucoup de langues. Et c'est ça qui va probablement, peu à peu, continuer d'imprégner notre société. Puis d'autres vont écrire aussi, hein, à partir, hein, c'est pas fini. La vie continue.